Il existe une différence entre ce qui fonctionne temporairement et ce qui fonctionne pour toujours. Certaines idées sont des tendances. Tapac s'engrave l'œil, rapides, excitantes pendant une saison, puis elles disparaissent, elles perdent leur élan et se font remplacer par la nouvelle nouveauté. Mais les principes, eux, durent. Les principes ne vieillissent pas. Ils n'expirent pas. Ils restent solides à travers les générations, les secteurs, les cultures, parce qu'ils sont enracinés dans la vérité, la discipline, la réalité. Dans un monde obsédé par ce qui est nouveau, il est facile de passer à côté de ce qui a fait ses preuves. Il est facile de croire que la réponse se trouve dans la dernière stratégie, le tout nouveau système, le hack le plus récent. Pourtant, ceux qui grandissent le plus, ceux qui bâtissent un changement fort et durable dans leur vie, ne courent pas après la nouveauté. Ils construisent leur vie sur des principes qui fonctionnent. La croissance personnelle, ce n'est pas faire plus, c'est devenir plus. Ce n'est pas juste ajouter des couches à sa vie, mais renforcer la fondation. Et quand cette fondation est bâtie sur la vérité, peu importe ce que le monde vous envoie, vous pliez mais ne rompez pas, vous vous adaptez mais ne perdez pas votre identité, vous luttez mais ne vous rendez pas. Certaines idées ont changé des vies il y a 50 ans et continuent de le faire aujourd'hui. Pas parce qu'elles sont anciennes, mais parce qu'elles sont intemporelles. Elles n'ont pas été conçues pour la commodité, mais pour la résistance. Elles n'ont pas seulement aidé les gens à se sentir mieux, elles les ont rendus plus forts. Elles ne promettaient pas un changement du jour au lendemain. Elles apportaient une transformation grâce à la répétition, à la prise de conscience et à la responsabilité. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, comme si vous faisiez beaucoup de choses sans vraiment grandir, il y a de fortes chances que ce ne soit pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous fonctionnez sans principe. Vous avez poursuivi des habitudes sans en comprendre la raison profonde. Vous avez suivi des routines sans intérioriser les valeurs qu'elles étaient censées soutenir. Et sans principe, le progrès reste temporaire. Mais lorsque vous ancrez votre vie dans la vérité, tout devient clair. Vous cessez de douter, de dériver, de vous disperser dans 1000 directions. Vous avancez avec un but, avec discipline, avec un sentiment d'identité qui ne dépend ni de la motivation ni de l'approbation des autres. C'est ce que représentent ces principes. Pas des règles à suivre par peur, pas des commandements venus d'en haut, mais des ancrages pour votre vie, des outils pour gagner en clarté, des critères pour prendre des décisions, des cadres pour votre croissance. Ce sont des idées fondamentales transmises au fil des générations, non pas parce qu'on l'a décrété ainsi, mais parce que la vie les a testées et qu'elles ont tenu bon. Elles étaient efficaces avant que le développement personnel ne devienne une industrie. Elles fonctionnaient avant que les gens n'aient des plateformes. Elles étaient là avant toute conversation moderne sur le sujet, parce qu'elles sont enracinées dans la nature humaine. Elles n'ont pas besoin d'être à la mode pour être efficaces, elles ont seulement besoin d'être vécues. Et quand vous les comprenez, quand vous les internalisez, vous cessez d'attendre le changement et commencez à l'incarner. Vous arrêtez de demander des raccourcis et commencez à bâtir votre force. Vous ne courez plus après des distractions scintillantes. Vous construisez une vie capable d'affronter toutes les tempêtes. Il ne s'agit pas de buzz, d'énergie ou de motivation. Il s'agit de vérité, des vérités profondes, puissantes et inébranlables qui vous permettent de grandir même quand vous n'en avez pas envie, de rester ancré même quand tout bouge autour de vous, d'avancer même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Le premier principe, la responsabilité personnelle. Pas une responsabilité partielle, ni situationnelle, mais une responsabilité totale, sans filtre, pour votre vie, vos résultats, vos décisions, vos habitudes, votre énergie, votre avenir. Tant que vous croyez que quelqu'un d'autre est responsable de vos progrès, vous renoncez déjà à votre pouvoir. Tant que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, vous remarquer ou vous valider, vous restez coincé. Ce principe ne parle pas de blâme, mais d'appropriation. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de pouvoir. Parce que tant que vous ne vous appropriez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas revendiqué. Vous ne pouvez pas évoluer à travers ce que vous essayez encore de justifier. Vous ne pouvez pas transformer ce dont vous accusez encore quelqu'un d'autre. La plupart des gens restent bloqués parce qu'ils pensent que leurs circonstances sont permanentes, que leur passé les définit, que la douleur qu'ils ont subie les contrôle encore. Mais votre passé est une histoire, pas une condamnation. Votre environnement est un facteur, pas un verdict définitif. Ce qui se passe autour de vous, c'est de l'information. Ce qui se passe en vous, c'est la transformation. Et cette transformation commence au moment où vous dites « Je suis responsable de ma façon de penser, de ma façon de me présenter, de ma façon de réagir, de ma façon de parler, de ce que je tolère, de ce que j'accepte,
de ce que je poursuis. Plus de jeux de blâme, plus d'histoire, plus d'attente. Juste l'appropriation. Vous pouvez bâtir un futur différent à partir du moment où vous décidez que vous en avez assez d'être un passager. À partir du moment où vous décidez que personne ne vous doit rien et que tout ce qui vaut la peine d'être construit le sera grâce à votre constance, vos décisions, votre comportement, pas grâce à l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce principe change tout parce qu'il détruit vos excuses. Il rend le confort plus difficile à justifier. Il arrache le masque du blâme. Il vous force à grandir, car une fois que vous savez que personne ne viendra vous sauver, vous réalisez que vous avez toujours été la solution, vous avez toujours été la source. La responsabilité personnelle ne signifie pas que la vie est juste. Elle ne veut pas dire que les gens ne vous blesseront pas, ou que vous ne traverserez pas des épreuves qui ne sont pas de votre faute. Elle signifie que guérir est votre travail, que grandir est votre travail, que réagir est votre travail. Peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes responsable de qui vous devenez. Et cette décision, ce changement d'identité, vous place dans une position de véritable pouvoir. Parce que lorsque votre vie est branchée sur l'appropriation, chaque défi devient une pierre de construction, chaque erreur devient une leçon, chaque recul devient un carburant. Les gens qui grandissent le plus sont ceux qui assument leurs responsabilités le plus vite. Ils ne gaspillent pas d'énergie à prétendre, ils ne passent pas des années à justifier ce qui s'est mal passé, ils ne recherchent pas la pitié, ils cherchent le progrès, et ils ne confondent jamais ces deux choses. On sait qu'une personne est coincée quand elle continue d'expliquer pourquoi ce n'est pas de sa faute. On sait qu'une personne évolue quand elle commence à demander « Que puis-je faire maintenant ?» On sait qu'une personne est en train de progresser quand elle arrête de ressasser le passé et commence à réécrire le présent. La responsabilité apporte la clarté. Elle élimine le drame. Elle simplifie tout parce que vous n'êtes plus empêtré dans des justifications. Vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre change. Votre croissance n'est plus dépendante de conditions extérieures. Vous êtes libre d'avancer. Et la croissance personnelle s'accélère toujours quand le niveau d'appropriation augmente. Voilà pourquoi ceux qui adoptent rapidement ce principe sont ceux qui progressent le plus vite. Ils cessent de négocier avec la médiocrité, ils n'ont plus besoin de mendier l'approbation, ils n'attendent plus le moment parfait, ils passent à l'action. Ils deviennent des bâtisseurs, pas des réactifs. Des leaders, pas des victimes. Ils deviennent ces gens qui entrent dans la tempête et se disent « Construisons quelque chose ici ». Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont accepté la mission. Ils ont accepté que la qualité de leur vie dépend de la qualité de leur sens des responsabilités. Et quand vous intégrez vraiment cela, ça devient addictif. Vous commencez à chercher plus de choses à vous approprier, plus d'expériences à traverser, plus de domaines à prendre en main. Parce qu'à chaque fois que vous revendiquez la responsabilité, vous récupérez de la puissance. Et à chaque fois que vous récupérez de la puissance, votre monde se transforme. Vous cessez de craindre les défis, vous cessez de craindre la pression, vous cessez de craindre les retours. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être honnête. Vous devez juste assumer. Parce qu'une fois que c'est à vous, vous pouvez le façonner, le changer, le transformer. Ce principe vous mettra à l'épreuve. Il vous forcera à affronter vos schémas. Il exigera que vous vous disiez la vérité, même quand elle fait mal. Mais il vous libérera aussi. Parce que tant que vous pensez que quelqu'un d'autre est responsable de votre vie, vous attendrez toujours. Alors qu'une fois que vous savez que c'est vous, vous n'avez plus à attendre. Le deuxième principe, la discipline avant la motivation. Parce que la motivation est un sentiment, la discipline est une décision. La motivation apparaît quand tout est excitant, quand l'énergie est au plus haut, quand la vision est encore neuve. Mais la discipline reste quand l'émotion s'estompe, quand les journées s'étirent, quand le processus devient lourd. Si vous n'agissez que lorsque vous en avez envie, vous n'irez jamais bien loin, parce que les sentiments sont inconstants. Ils changent, s'atténuent, fluctuent avec la météo, le sommeil, le stress. Mais la discipline ne s'intéresse pas à votre état émotionnel. Elle agit en fonction de ce que vous avez décidé de faire. La plupart des gens attendent la motivation. Ils restent assis à espérer qu'un matin ils se réveilleront avec la flamme. Ils bavardent, ils regardent la télé, ils cherchent un éclair d'inspiration, mais ils n'apprennent jamais à créer leur propre élan, à se mettre en mouvement sans attendre. La discipline n'a pas besoin de conditions parfaites. Elle n'attend pas que les astres soient alignés. Elle dit, voilà ce à quoi je me suis engagé, et je le fais malgré tout. Que je sois fatigué ou plein d'énergie, inspiré ou frustré, que je me sente prêt ou non. C'est ainsi que la véritable croissance se produit.
Pas dans les moments où c'est facile, mais dans ceux où ça ne l'est pas. Les répétitions que vous n'avez pas envie de faire, les heures que vous ne ressentez pas l'envie d'investir, les conversations que vous préféreriez éviter, ces journées où chaque parcelle de votre être veut abandonner, mais vous vous présentez quand même. Et à chaque fois que vous faites cela, vous construisez quelque chose en vous, quelque chose de plus solide que l'exaltation, de plus profond que l'énergie. Vous construisez la fiabilité, la confiance en soi, un schéma de persévérance qui commence à façonner l'image que vous avez de vous-même. Parce que la confiance ne vient pas du fait de toujours bien faire, elle vient du fait de tenir parole envers soi-même. Et la discipline est ce qui vous prouve que votre parole est réelle, que vous ne flanchez pas sous la pression, que vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse, que vous êtes votre propre carburant. On peut évaluer jusqu'où ira quelqu'un en observant comment il agit quand il n'en a pas envie. Tout le monde peut travailler quand c'est facile, tout le monde peut rester engagé quand c'est amusant. Mais ceux qui travaillent dans l'ombre, qui s'acharnent quand personne ne les regarde, bâtissent quelque chose de durable. La discipline est le moyen de réduire l'écart entre qui vous êtes et qui vous devenez. Vous ne comblez pas cet écart avec des émotions ou de bonnes intentions, mais avec vos comportements, votre régularité, vos choix qui s'empilent les uns sur les autres jusqu'à former une nouvelle identité. C'est pourquoi les personnes les plus régulières ne sont pas toujours les plus bruyantes. Elles n'en ont pas besoin, leur cohérence parle pour elles, leurs résultats parlent pour elles. Elles n'essaient pas de convaincre le monde, elles construisent quelque chose que le monde finira par constater. Elles peuvent le faire parce qu'elles ont enlevé l'option de la négociation. Elles ne passent pas leur temps à se demander « Est-ce que je le fais aujourd'hui ?» La décision a été prise bien avant que l'envie n'arrive ou ne parte. Elles ne passent pas leur énergie à débattre avec elles-mêmes. Cette énergie est investie dans l'action. Si vous voulez grandir, vous avez besoin d'une norme, pas d'une humeur, pas d'une étincelle, mais un standard, une base d'action, un rythme d'exécution, quelque chose qui ne fluctue pas au gré de vos émotions et qui reste solide quand la vie devient bruyante. La discipline, ce n'est pas la rigidité, c'est la direction. Ce n'est pas être robotique, c'est être implacable. C'est garder les yeux fixés sur ce qui compte et refuser de se laisser détourner. Quand vous vous entraînez ainsi, quand vous vous présentez quoi qu'il arrive, la vie commence à changer. Vous vous détachez du peloton, vous accumulez les victoires que les autres ratent parce qu'eux ont abandonné dès que c'est devenu inconfortable. Et cela se cumule. Un jour de discipline se transforme en une semaine. Une habitude disciplinée se transforme en compétence. Une discussion disciplinée ouvre une porte. Un projet discipliné transforme votre vie. Mais rien de tout cela n'arrive sans ce premier choix. Agir même quand on n'en a pas envie. La discipline est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il se renforce. Plus vous le cultivez, moins vous avez besoin de recourir à l'excitation. Plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous vivez à un niveau supérieur. Vous ne vous demandez plus « Comment est-ce que je me sens ?» mais « Qu'est-ce qui doit être fait ?» Ce simple changement est la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui dépassent leurs excuses. Parce que pendant que la plupart attendent de ressentir la motivation, vous bâtissez un élan. Et l'élan forgé par la discipline est inarrêtable. Il ne s'éteint pas, il ne s'effondre pas, il se multiplie, s'étend et crée une vie à la mesure de votre plus haute exigence, et non de vos humeurs passagères. Le troisième principe, l'effet cumulé. Pas l'effet spectaculaire, ni la transformation instantanée, ni l'explosion virale, mais l'effet cumulé. Ces petites choses que vous faites régulièrement, jour après jour, qui s'additionnent au fil du temps et provoquent un changement colossal, non pas dans un éclair, mais dans un flux. Tout le monde veut le grand moment, la victoire instantanée, le succès phénoménal en quelques semaines. Mais ceux qui réussissent vraiment, ceux qui bâtissent quelque chose de significatif, savent que le secret n'est pas de faire un coup d'éclat, mais de faire la bonne chose, inlassablement. Car faire quelque chose une fois, ça a un certain impact, mais le faire chaque jour, ça devient une force. Une petite action faite une fois peut changer votre humeur, mais la même action répétée chaque jour change votre identité. Lire une page ne vous rend pas savant, mais lire 10 pages par jour pendant 1 an reprogramme votre cerveau. Un entraînement unique ne transforme pas votre corps, mais s'entraîner 4 fois par semaine pendant 1 an, oui. Écrire pendant 10 minutes semble anodin aujourd'hui, mais faites-le chaque jour pendant 1 an, et vous aurez créé quelque chose dont vous ne pouvez même pas encore imaginer l'ampleur. Voilà l'effet cumulé. Invisible au début, terriblement lent au début, facile à abandonner, facile à négliger parce que le progrès est silencieux, en coulisses. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de récompense, juste un schéma, un rythme, un engagement. Mais si vous persévérez, si vous continuez,
Les règles mathématiques finissent par changer, les retours se multiplient. Ce qui vous paraissait un effort devient instinctif, ce qui semblait petit devient essentiel, et ce qui était difficile devient la norme. C'est là que la vraie croissance se produit. Pas dans des explosions, mais dans l'accumulation. Pas dans les vidéos d'exploits, mais dans les habitudes invisibles. Pas dans l'inspiration, mais dans la répétition. La répétition construit le muscle, la répétition crée l'identité, la répétition ancre le changement. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent construire en un an parce qu'ils abandonnent au bout d'un mois, en se disant que ça ne marche pas, que ça va trop lentement. Pourtant, le progrès durable est toujours lent, car de vraies racines poussent en profondeur avant de pousser vers le haut. Si vous voulez des résultats concrets, vous devez tomber amoureux du processus, pas du résultat final. Le processus, ce sont les répétitions, le rythme, le choix de faire ce qui doit être fait, que ce soit excitant ou pas. Parce que ceux qui réussissent ne font pas nécessairement plus, ils font la bonne chose plus longtemps. Et l'effet cumulé peut aller dans l'autre sens aussi. Sauter un seul entraînement n'a pas l'air dramatique, un seul écart de régime n'a pas l'air décisif, un seul délai manqué ne ruine pas votre vie. Mais si vous les répétez, si vous les empilez, en faire une habitude crée un autre type d'élan. Les petits choix comptent. Ils sont rarement neutres. Ils vous font avancer ou reculer, ils renforcent votre meilleur vous ou fortifient vos distractions. Les résultats ne se voient pas tout de suite, mais ils finissent toujours par apparaître. Quand vous saisissez ce principe, vous prêtez attention aux petits détails. Comment vous commencez votre journée, comment vous la terminez, comment vous vous parlez, comment vous vous comportez quand personne ne regarde, à quelle fréquence vous préférez l'effort à la facilité. Parce que vous comprenez que tout ça n'est pas anodin. Ce sont des graines, et elles ne fleurissent pas en une nuit, mais elles fleurissent quand même. Et quand elles fleurissent, les gens vous qualifient de « chanceux ». Mais vous savez que vous avez construit cette chance, un choix à la fois. C'est pourquoi la patience est non négociable. La croissance demande du temps, la force demande du temps, la maîtrise demande du temps. Si vous exigez des résultats immédiats, vous détruisez votre progression sur le long terme. Si vous n'êtes pas capable de tenir bon pendant la saison de lenteur, vous ne récolterez jamais la grande saison. Vous vous entraînez à la patience en vous rappelant que chaque répétition compte, que le travail que vous faites maintenant façonne votre avenir même si vous ne le voyez pas encore, et qu'un jour silencieux de progrès prépare un lendemain retentissant de résultats. Alors ne vous arrêtez pas, ne ralentissez pas, n'abandonnez pas sous prétexte que vous n'êtes pas encore arrivé. Continuez d'empiler, de bouger, de vous présenter. L'effet cumulé agit toujours, il ne vous reste qu'à persévérer jusqu'à en voir les fruits. C'est la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui grandissent. Ceux qui grandissent sont ceux qui ne lâchent pas quand tout est calme, qui ne doutent pas dans le silence, qui n'ont pas besoin de preuves immédiates pour rester constants. Ils font confiance aux principes, aux mathématiques, au processus. Le quatrième principe, la conscience de soi. La capacité à se voir clairement, sans distorsion ni déni, sans enjoliver pour se sentir mieux ni se rabaisser pour se sentir pire. Juste la vérité, juste la clarté, un reflet honnête de là où vous en êtes, de votre mode de fonctionnement, de ce qui vous motive et de ce qui vous freine. La conscience de soi est la base de toute avancée, car vous ne pouvez pas améliorer ce que vous refusez d'admettre. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous prétendez intact. Vous ne pouvez pas dépasser des schémas que vous n'êtes pas prêt à confronter. Tant que vous n'êtes pas brutalement honnête envers vous-même, le progrès n'est qu'un coup de poker. Si la plupart des gens restent bloqués, ce n'est pas faute d'opportunité, mais faute de clarté. Ils ne voient pas ce qui se passe vraiment sous la surface. Ils croient que le problème est leur emploi du temps, leur boulot, leurs relations, alors que le vrai blocage est intérieur, l'identité, les habitudes, les peurs, les histoires qu'on se raconte. Et ces histoires sont profondes. Des récits sur ce qu'on mérite, sur ce qui est possible, sur ce que les gens attendent de nous, sur ce qu'on pense pouvoir gérer. Tant qu'on ne fait pas un pas de recul pour se demander « est-ce vraiment vrai ?», on continue à agir comme si ça l'était. La conscience de soi consiste à poser des questions difficiles, pas seulement une fois, mais régulièrement. Qui suis-je en train de devenir? Quel schéma se répète dans ma vie? Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas voir? Qu'est-ce que j'ai peur d'affronter? De quoi est-ce que je me sers comme prétexte au lieu de m'en responsabiliser? Les réponses ne seront pas toujours confortables, mais elles vous libéreront. Parce que la vérité ne vous enferme pas, elle vous libère. Vous ne pouvez pas grandir dans le noir, vous avez besoin de clarté pour avancer. Ce principe est crucial parce que la croissance n'arrive pas par hasard, mais par conception, et la conception requiert un retour d'information, des mesures, une observation intérieure.
Vous ne pouvez pas construire quelque chose de meilleur si vous ne savez pas sur quoi vous bâtissez. Et vous n'avez pas besoin de tout connaître sur vous-même pour commencer, mais vous devez cesser de vous mentir. Arrêtez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cessez de dire « je suis juste comme ça » comme excuse pour ne pas évoluer. Cessez de défendre votre ancien moi alors que votre nouveau moi essaie de naître. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font semblant d'avoir tout compris, mais celles qui savent exactement où elles sont faibles, où elles ont besoin de progresser, où se cachent leurs insécurités, parce qu'elles les ont regardées, étudiées et assumées. Et cette appropriation transforme la vulnérabilité en force, la confusion en direction. Elle vous donne la capacité d'évoluer sans avoir besoin de vous justifier auprès de qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'analyse paralysante, ni de ressasser sans fin, ni de vous juger en boucle. C'est une observation sans jugement, une curiosité. C'est observer vos réactions et vous demander « d'où vient-elle » Voir un schéma et se dire « pourquoi est-ce que je reproduis ça ?» Parce que si vous ne posez jamais la question, vous ne l'interrompez jamais. Et si vous ne l'interrompez pas, il reste aux commandes. Vous continuerez à faire les mêmes choix, avoir les mêmes discussions, obtenir les mêmes résultats et à appeler ça de la malchance. Mais ce n'est pas la malchance, c'est le manque de clarté. Quand vous développez la conscience de soi, vous commencez à vous repérer plus tôt, à corriger votre trajectoire plus vite. Vous remarquez quand vous êtes sur le point de refaire un choix contraire à tout ce que vous dites vouloir, et là vous pouvez en faire un nouveau. Vous pouvez réécrire le schéma, amorcer un changement. À mesure que vous faites ça, vous vous sentez plus fort, plus ancré. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes honnête. Parce que vous ne vous cachez plus de vous-même, vous avez arrêté d'éviter votre reflet. Vous pouvez désormais vous guider avec la vérité. Cette forme de leadership n'attend pas d'applaudissements. Elle n'a pas besoin d'être reconnue, parce qu'elle ne s'agit pas de performance, mais d'alignement. D'un alignement profond, personnel, que personne ne peut vous donner ou vous retirer. Et cela ne concerne pas seulement le passé. La conscience de soi porte aussi sur votre futur. Suis-je en train de devenir la personne que j'ai dit vouloir être? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui doit changer? La réponse est presque toujours en vous, pas à l'extérieur. Et dès que vous le comprenez, vous arrêtez d'attendre que le monde change et commencez à devenir la personne capable de construire un monde différent, de l'intérieur vers l'extérieur. Le cinquième principe, l'environnement intentionnel. Vos environs ne sont pas neutres. Ils vous façonnent à chaque instant. Les gens, les conversations, l'énergie, la culture, les systèmes, les attentes. Vous ne vous élevez pas au-dessus de votre environnement, vous le reflétez, vous le devenez, ou alors vous le dépassez. Si vous voulez vraiment évoluer, vous devez être très exigeant envers votre environnement, parce que la volonté est surestimée. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, les intentions les plus solides, les objectifs les plus clairs. Mais si votre environnement contredit votre mission perdra, non parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes humain. Vous n'êtes pas fait pour grandir dans l'isolement, ni pour lutter sans relâche dans un monde qui vous tire constamment en arrière. La croissance se nourrit de soutien, d'alignement, de structure, de clarté. Votre environnement soit amplifie votre discipline, soit la mine en permanence. Votre espace compte. Ce qui vous entoure compte. Si votre espace de travail est chaotique, ne vous étonnez pas d'avoir l'esprit dispersé. Si vos conversations ne tournent qu'autour de ragots et d'idées étriquées, ne vous étonnez pas si vos rêves vous semblent inaccessibles. Si chez vous le bruit et les distractions règnent, ne vous attendez pas à ce que votre âme trouve la paix. Vous voulez de la tranquillité? Créez-la. Vous voulez de la concentration? Concevez un environnement qui la favorise. Vous voulez grandir? Entourez-vous d'éléments qui soutiennent cette croissance. Ce n'est pas être difficile, c'est être intentionnel. Vous êtes l'architecte de votre environnement. Si vous ne le construisez pas, il vous construira, jusqu'à faire de vous quelqu'un que vous n'avez pas choisi d'être. Les gens qui vous entourent vous influencent plus que vous ne le pensez. Pas seulement par leurs mots, mais par leur énergie, leurs attentes, leurs normes. Vous vous élevez ou vous stagnez selon le niveau de votre cercle, ou vous perdez votre temps à expliquer une vision à des gens qui ne sont pas faits pour la porter. Cela ne veut pas dire que vous devez tout couper, mais que vous devez devenir conscient. Qui vous épuise? Qui vous aiguise? Qui vous fait progresser? Qui vous ancre dans la vérité? Qui vous détourne de qui vous avez dit vouloir devenir?
Passez-vous votre temps avec des gens qui sont alignés avec votre futur ou avec votre passé? Vous avez besoin de gens qui vous appellent à faire mieux, qui remettent en question vos excuses, qui vous rappellent votre niveau d'exigence, non pas pour vous contrôler, mais parce qu'ils voient ce qui est en vous et refusent de vous laisser vous contenter de moins. Si vous ne les avez pas aujourd'hui, alors devenez-en un vous-même. Devenez la personne qui arrive avec de la clarté, qui apporte la paix plutôt que le bruit, qui apporte la discipline plutôt que le drame. Vivez comme ça et vous attirerez des personnes qui vous ressemblent, parce que l'alignement reconnaît l'alignement. Ceci vaut aussi pour l'espace physique. Si votre environnement est encombré, votre concentration le sera aussi. Si votre univers numérique est chaotique, vos pensées le seront aussi. Rangez, clarifiez, aménagez. Même de petits ajustements, un tiroir, un coin, un mur peuvent changer votre ressenti, et votre ressenti détermine votre façon d'agir. Et l'action, c'est tout. La croissance naît de l'action. Si votre environnement travaille contre vous, vous aurez toujours l'impression de lutter à contre-courant. Mais quand il soutient votre rythme, vous ne forcez plus autant, car tout autour de vous fonctionne avec vous, pas contre vous. Voilà la force de l'environnement. Il vous accélère ou vous ralentit, il nourrit votre concentration ou la brise, il reflète ou résiste à votre évolution. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à attendre pour le changer. Vous n'avez pas besoin de permission pour façonner un environnement aligné. C'est votre vie, votre espace, votre rythme. Si quelque chose n'y a plus sa place, c'est à vous de l'enlever. Si quelque chose doit changer, c'est à vous de l'initier. Vous n'êtes pas prisonnier de votre environnement, vous en êtes le leader. Le leadership implique de ne pas ignorer ce qui est cassé, mais de le réparer. Un environnement intentionnel ne se crée pas en un jour, mais il se crée lorsque vous décidez que c'est important. Lorsque vous arrêtez de dire « ça ira », d'accepter le désalignement et d'appeler « normal » un chaos qui ne devrait pas l'être. Vous commencez à bâtir quelque chose qui soutient le futur que vous créez, parce que le futur n'est pas simplement un endroit où vous arrivez, c'est un espace que vous concevez. Et si vous façonnez le bon environnement maintenant, l'avenir ne vous surprendra pas, il sera la conséquence naturelle du système que vous avez construit. Le 6e principe, la réflexion régulière. Pas la pensée passive, pas les souvenirs superficiels, mais la réflexion intentionnelle, celle qui apporte la conscience, la direction, l'ajustement, celle qui transforme l'expérience en vision et l'action en sagesse. Sans réflexion, la croissance devient aléatoire. Peut-être allez-vous vous améliorer, mais vous ne saurez pas pourquoi. Peut-être allez-vous changer, mais vous ne saurez pas comment. Et si vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le reproduire. La plupart des gens vivent en mouvement, mais sans compréhension. Ils avancent vite, travaillent dur, mais ne s'arrêtent presque jamais pour poser les questions plus profondes, pour examiner l'expérience en profondeur et en extraire les leçons. Résultat, ils répètent les mêmes schémas, ratent des signaux, courent après le « plus » sans voir déjà ce qui marche ou pas. La réflexion vous donne un levier, elle démultiplie votre progression, raccourcit votre temps de récupération, rend vos actions plus précises. Parce que maintenant, vous n'êtes plus seulement en train de bouger, vous êtes en train d'apprendre, d'ajuster, d'évoluer plus vite. Ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Sans réflexion, la croissance est chaotique. Vous pouvez être occupé pendant des années sans vraiment avancer, mais si vous prenez le temps de réfléchir souvent, même une petite quantité d'action peut devenir puissante, car chaque pas est guidé, chaque décision est nourrie par les leçons précédentes, chaque choix est connecté à quelque chose de plus profond. Et quand vous ne savez pas ce qui fonctionne, vous perdez confiance et clarté, et finissez par vous épuiser non pas à cause de l'effort, mais de la confusion. La réflexion, voilà où se bâtit la confiance. Pas à travers du battage ou des discours, mais à travers la conscience, le fait de savoir, je me vois progresser, je me vois m'améliorer, j'ai suivi mes victoires, mes défaites, mes schémas, mon rythme et j'apprends. Voilà pourquoi les personnes les plus performantes tiennent un journal, passent en revue, évaluent et se posent des questions difficiles. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que ai-je évité? De quoi suis-je fier? Qu'est-ce qui doit changer? Quelle leçon m'a apporté ce jour que j'ai failli rater? Elle ne se contente pas de célébrer la réussite, elle l'étudie. Elle ne se contente pas de ressentir l'échec, elle le dissèque. Parce que chaque moment a un message, et si vous savez lire votre propre vie, vous n'avez plus besoin que les autres l'interprètent à votre place. Vous commencez à vous approprier votre chemin. Vous repérez les schémas avant qu'ils ne deviennent des problèmes, vous percevez la dérive avant qu'elle ne devienne un détour, vous vous ajustez plus vite, récupérez plus vite et réagissez plus fort. La réflexion n'est pas compliquée, c'est une pause, un temps,
un espace calme pour faire le point. C'est un contrôle quotidien, un bilan hebdomadaire, une remise à zéro mensuelle. C'est un moment où vous regardez votre vie avec un regard neuf et vous demandez « Suis-je en train de devenir la personne que j'ai dit que je voulais être ?» Vous ne trouverez pas la réponse dans le tumulte, mais dans le calme, parce que la clarté n'émerge jamais du chaos, elle émerge de la réflexion. Et plus votre clarté est grande, plus votre croissance est rapide. Vous ne visez plus au hasard, vous visez avec précision. Vous ne répétez plus vos habitudes, vous les optimisez. Vous ne pariez plus sur vos résultats, vous les concevez. Ce principe distingue le mouvement de l'élan. Vous pouvez être occupé pendant des années sans avancer, mais si vous réfléchissez souvent, même un petit effort devient puissant parce que chaque geste est plus réfléchi, chaque décision plus informée, chaque action reliée à ce qui compte. La réflexion protège votre paix. Elle vous donne du recul, vous rappelle le chemin parcouru, vous montre que du progrès existe même quand il est silencieux, vous empêche de renoncer dans les moments de doute en vous reconnectant à la vérité. Et parfois, la vérité est dure. La réflexion révèle ce que vous avez évité, ou vous avez compromis, quand vous avez joué petit. Mais cette vérité est votre levier. Cette honnêteté est votre liberté. Parce qu'une fois que vous la voyez, vous pouvez changer. Les plus forts ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreur, mais ceux qui en tirent des leçons rapidement, qui réfléchissent sans honte, évaluent sans ego et progressent parce qu'ils sont prêts à être honnêtes sur ce qui doit changer. Lorsque la réflexion devient un réflexe, vous n'avez plus besoin de deviner votre croissance. Vous la suivez, vous en apprenez, vous la perfectionnez. Et cette amélioration continue crée la maîtrise. Alors réservez du temps pour ça, protégez-le. N'attendez pas de vous effondrer pour réfléchir. Intégrez-la dans votre vie comme une habitude, un rituel, un rythme sacré qui vous permet de grandir plus vite, de vivre plus en profondeur et de mieux vous diriger vous-même. Le 7e principe, la résilience émotionnelle. La capacité de rester stable quand tout devient lourd, d'éprouver des émotions sans vous laisser contrôler, d'absorber la douleur sans perdre la leçon, de naviguer à travers la pression et les déceptions sans vous effondrer. La résilience n'est pas l'absence d'émotion, mais la maturité de traverser l'émotion sans s'y définir. Vous serez blessé, frustré, vous ressentirez la peur, la colère, la tristesse, le doute. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de faible, mais d'humain. Ce que vous faites de ces émotions, voilà ce qui différencie ceux qui restent bloqués de ceux qui restent forts. Ceux qui se ferment, explosent, s'autodétruisent face à la difficulté, et ceux qui respirent, se recentrent et continuent. La croissance nécessite de la résilience, parce qu'en grandissant, vous créez de la pression. En élevant vos standards, en élargissant votre identité, en poursuivant votre vision, tout ce qui appartenait à votre ancienne vie se retrouve bousculé. Et cette perturbation déclenche des émotions, inconfort, résistance, conflit. Si vous ne savez pas comment les gérer, vous fuirez, vous ferez marche arrière, vous vous saborderez. Non pas parce que vous ne voulez pas grandir, mais parce que cela fait trop mal et qu'on ne vous a jamais appris à gérer cette douleur. La résilience émotionnelle ne veut pas dire ignorer ce qu'on ressent, mais remarquer, nommer, s'asseoir un moment avec l'émotion pour la comprendre, sans la laisser prendre le volant. Vous laissez le sentiment vous rendre visite, mais vous ne le laissez pas emménager. La plupart des gens répriment ou explosent. Ils refoulent leurs émotions jusqu'à ce qu'elles les empoisonnent, ou les laissent prendre entièrement les commandes. Ni l'un ni l'autre ne favorise la croissance. La répression engendre la maladie, la surréaction engendre le regret. Mais la résilience bâtit la force, parce qu'elle dit « Je peux être en colère sans perdre le contrôle. Je peux être triste sans perdre l'espoir. Je peux être déçu sans abandonner. » C'est ça, la vraie puissance. Ne pas être insensible, mais être solide, ne pas être froid, mais rester ancré. C'est une qualité qui se construit dans la durée. Vous ne devenez pas résilient en théorie, mais en pratiquant le feu, en vous présentant quand c'est difficile, en traversant les échecs sans renoncer, en perdant quelque chose sans vous perdre vous-même. À chaque fois que vous ressentez une émotion qui menace votre progression et que vous refusez de lui céder le pouvoir, vous gagnez en résilience. Chaque fois que vous pleurez tout en avançant, chaque fois que vous avez peur mais parlez quand même, chaque fois que vous êtes déclenché mais choisissez quand même la croissance, vous construisez une version de vous plus profonde et plus solide. Parce que l'objectif n'est pas d'éviter les émotions, mais de développer la capacité de les porter, d'élargir votre bande passante émotionnelle pour pouvoir ressentir davantage sans vous écrouler, vivre plus intensément sans vous brûler, diriger sans craquer. Cela est plus important que beaucoup l'imaginent, parce que les émotions gouvernent tout, votre santé, vos décisions, vos relations, vos habitudes, vos pensées, vos croyances.
Si vous n'apprenez pas à les gérer, elles vous géreront. Mais quand vous développez la résilience émotionnelle, vous arrêtez de réagir à chaque tempête. Vous cessez de vous laisser déstabiliser par chaque émotion. Vous devenez quelqu'un qui reste lucide sous la pression, qui surmonte les obstacles sans tomber dans le chaos. Quelqu'un qui se guide lui-même à travers l'émotion au lieu de s'y laisser entraîner. Cela ne vous rend pas moins humain, mais plus mature, plus vrai, plus vivant. Parce que maintenant vous ne fuyez plus vos émotions, vous les utilisez. La colère signale un besoin de fixer une limite. La tristesse offre un espace de réflexion. La peur sert de tremplin vers le courage. Vous n'essayez ni de réprimer, ni de nier, vous redirigez. Vous ressentez pleinement sans devenir le sentiment. Vous faites l'expérience de l'émotion sans la laisser écrire votre histoire. Vous l'accueillez tout en maintenant votre discipline. C'est ce genre de force dont le monde a besoin. Pas des cœurs durs ni des esprits engourdis. Des gens capables de ressentir profondément et de rester clairs dans leurs actes, de diriger avec empathie sans perdre leur cap, de porter leurs émotions avec intégrité plutôt que de les nier. Alors accordez-vous de la bienveillance, mais tenez-vous aussi à un certain niveau d'exigence. Laissez-vous l'espace de ressentir, mais aussi l'espace de vous relever. Ne jugez pas vos émotions, ne les idolâtrez pas non plus. Observez-les, nommez-les, apprenez d'elles, puis décidez de qui vous voulez être malgré tout. Le 8e principe, servir avant de se servir. Non pas comme une stratégie, ni pour recevoir quelque chose en retour, mais comme un mode de vie, une façon de diriger, de grandir. Parce que la croissance personnelle, si elle est déconnectée du service, devient égoïste, creuse, un piège d'autocentrisme sans but plus vaste que l'amélioration de soi. Mais quand vous prenez tout ce que vous apprenez, tout ce que vous construisez, tout ce que vous devenez, et que vous l'utilisez pour servir, vous donnez des racines à votre croissance, vous lui donnez de la profondeur, un sens qui dépasse l'instant présent. Une croissance qui s'arrête à soi meurt avec soi. Une croissance mise au service des autres vies éternellement. Vous n'êtes pas fait pour grandir seulement afin de vous sentir mieux, mais pour aider les autres à s'élever, pour diriger, enseigner, incarner ce qui est possible. Servir ne nécessite pas une plateforme, ni un public. Il demande de la conscience, de la présence, un cœur qui dit « Ce que j'ai appris est fait pour être partagé ». Ce principe change la donne, car quand vous passez de « Que puis-je obtenir ?» à « Que puis-je apporter ?» votre énergie se transforme, votre but se creuse, votre mentalité s'élève. Vous cessez de courir après la reconnaissance et vous commencez à bâtir un impact. Vous cessez de vous comparer et vous commencez à vous connecter. Vous réalisez que servir ne vous rend pas plus petit, cela vous rend plus fort pour les autres. Il ne s'agit pas de nier vos dons, mais de les déployer, d'utiliser vos mots, votre exemple, votre présence, votre travail pour créer un espace où les autres peuvent grandir. Vous grandissez en servant, parce que cela vous rend humble, vous replace vos problèmes dans une perspective plus large, et vous rappelle que quelqu'un vous observe toujours, regarde comment vous vivez, comment vous gérez l'adversité, comment vous vous dirigez vous-même. Vous ne savez jamais qui vous observe, un enfant, un collègue, un ami, un inconnu, quelqu'un qui a besoin de votre exemple pour croire en lui. Quelqu'un qui avait besoin d'entendre votre parole, qui voit votre régularité et se dit « S'il y arrive, peut-être que moi aussi ». Vous n'avez pas besoin de titres pour diriger, ni de scène pour parler, ni d'être parfait pour influencer. Vous devez juste vous soucier des autres, continuer de vous présenter, être disposé à faire de votre vie un message. Le service ne prend pas toujours une forme spectaculaire. Parfois, c'est écouter malgré la fatigue, être là quand l'autre a besoin de parler, laisser l'autre évoluer sans le réparer, partager ce que vous avez appris, ce que vous avez guéri, témoigner sincèrement de ce que vous avez surmonté. C'est ça, servir. Choisir de grandir, non seulement pour soi, mais pour ce que cette évolution vous permettra d'offrir aux autres. Choisir de maîtriser votre esprit pour être un exemple de paix. Choisir de dépasser vos douleurs pour aider quelqu'un d'autre à surmonter les siennes. Plus vous agissez ainsi, plus vous ressentez une forme d'épanouissement différente. Non pas celle qui vient des performances, mais celle qui vient de l'alignement, du fait de savoir que votre vie fait une différence, que votre progression contribue à quelque chose de plus grand. Car la contribution est un besoin fondamental. C'est ancré en nous. C'est pour cela qu'un succès purement égoïste sonne creux, que décrocher l'objectif sans aider personne d'autre finit par paraître vide. Nous ne sommes pas faits pour grimper seuls, mais pour tendre la main. Cela ne veut pas dire vous négliger. Cela signifie grandir suffisamment pour avoir de quoi offrir. Remplir votre coupe, non pour la garder pleine, mais pour la verser sans vous vider. Le plus haut niveau de croissance n'est pas l'indépendance, mais l'interdépendance. Comprendre que tout ce que vous devenez a le pouvoir d'en libérer d'autres,
et que votre succès se multiplie lorsqu'il est partagé. Alors vous dirigez là où vous êtes, vous servez avec ce que vous avez, vous arrêtez de vous demander si vous avez assez pour donner et vous réalisez que votre présence, votre exemple, votre parcours sont déjà un cadeau. Plus vous le donnez, plus vous grandissez, jusqu'à devenir quelqu'un qui apporte de la valeur partout où il va, non pas pour impressionner, mais parce que c'est ce que vous êtes maintenant. Votre vie tourne autour de la croissance, et cette croissance a un but, un impact. En vivant ainsi, vous ne perdez jamais, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours en train de bâtir quelqu'un, d'apporter quelque chose de significatif, et cette contribution devient votre héritage. Le 9e principe, l'alignement avant la réussite. Car la réussite sans alignement est vide. Elle a fière allure sur le papier, elle sonne bien dans la conversation, mais elle ne résonne pas dans votre esprit. Vous cochez les cases, atteignez les cibles, décrochez l'objectif, mais quelque chose cloche, quelque chose manque, parce que ce succès ne correspond pas à votre âme. La plupart des gens passent leur vie à courir après des résultats qu'on leur a dit de vouloir, plutôt que de courir après ce pourquoi ils sont réellement faits. Ils gravissent des échelles posées contre le mauvais mur. Ils travaillent de plus en plus dur pour un futur qui ne leur ressemble pas. Et quand ils y arrivent, la vue est décevante, car ils ont sacrifié l'alignement pour l'approbation. La vraie croissance exige que vous définissiez votre propre vision du succès, pas en fonction de ce que la société vous dit de vouloir, pas en fonction de ce qui rapporte le plus ou attire le plus l'attention, mais selon ce qui est aligné avec qui vous êtes et qui vous devenez. L'alignement, c'est quand vos actions reflètent vos valeurs, quand vos habitudes correspondent à votre vision, quand vos objectifs sont en harmonie avec votre identité. C'est quand la vie que vous construisez à l'extérieur s'accorde réellement avec la vie que vous voulez vivre à l'intérieur. Vous ne pouvez pas tricher avec l'alignement, ni prétendre pour ressentir la paix, ni compenser un manque d'intégrité avec de la performance. Vous pouvez conquérir le monde et quand même vous perdre si vous poursuivez les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. C'est pour cela que tant de gens performants s'épuisent, non parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils font trop de choses qui ne leur conviennent pas. Le décalage les épuise, le masque les épuise, le rythme devient insupportable parce qu'il n'est pas soutenu par un but profond, mais par une pression constante. Alors que l'alignement redonne de l'énergie, il simplifie la prise de décision, il aiguise la concentration. Vous ne vous contentez plus de vous acharner, vous avancez avec clarté. Vous ne courez plus après un but, vous le choisissez. Vous ne vous contentez plus de construire, vous devenez. Vous commencez à vous demander, cet objectif est-il vraiment le mien? Cette voie m'appartient-elle? Est-ce que ce style de vie correspond à ce que je suis vraiment? Ou bien est-ce que j'ai hérité de ce rêve, et je me suis convaincu qu'il était le mien? Vous ne pouvez pas mener une vie de croissance personnelle si la vie que vous êtes en train de construire n'est pas la vôtre. Vous faites donc une pause, vous vérifiez, vous demandez, est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça correspond à la personne que je veux être? Est-ce que je le fais pour me réaliser ou pour être validé? Si la réponse n'est pas l'alignement, vous réajustez. Pas plus tard, maintenant. Pas du jour au lendemain, mais avec constance. Parce que l'un des actes de croissance les plus puissants consiste à s'éloigner de ce qui ne nous convient plus, même si cela vous convenait avant, même si les gens l'admirent, même si ça semblait logique la saison dernière. La croissance implique parfois de dépasser ce qui avait du sens autrefois. Vous commencez à poser d'autres questions. Pas « est-ce que ça va les impressionner ?» mais « est-ce que ça me libère ?» Pas « vont-ils approuver ?» mais « est-ce aligné avec mes valeurs ?» Pas « puis-je gagner en faisant ça ?» mais « puis-je vivre en faisant ça ?» Parce qu'atteindre sans être aligné, c'est jouer un rôle, et une performance sans but profond, c'est épuisant. Vous finissez par vous sentir étranger dans votre propre vie, et aucun niveau de réussite ne peut compenser cela. Mais quand vous choisissez l'alignement, tout devient plus léger, non parce que la vie est plus facile, mais parce qu'elle a enfin du sens. Vous cessez de vous comparer, votre chemin est le vôtre. Vous arrêtez de vous presser, votre timing est le vôtre. Vous ne courez plus, votre paix est intérieure. Cela ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas dur, mais que votre travail aura un sens. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de sacrifices, mais que ces sacrifices seront valables. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de pression, mais qu'elle engendrera quelque chose qui compte. L'alignement ne se fait pas tout seul, c'est un choix, un principe, un filtre pour chaque décision. Vous commencez à dire non aux choses bonnes, parce qu'elles ne sont pas les bonnes. Vous laissez tomber ce qui est presque ça, pour faire de la place à ce qui est exactement ça. Avec le temps, votre vie devient le reflet de vos valeurs, votre emploi du temps traduit vos priorités, votre énergie revient, votre clarté grandit et votre succès devient durable.
Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est authentique. Le 10e principe, l'humilité avec la fin. Un état d'esprit ancré, qui reste enseignable tout en étant déterminé. Une posture qui vous permet de grandir sans faire semblant de tout savoir. La volonté d'apprendre, d'écouter, de capter, tout en avançant avec clarté et force. Une croissance sans humilité se transforme en ego, en arrogance, en isolement. On arrête d'écouter, d'apprendre, on se met à croire sa propre légende. Et à l'instant où on se croit arrivé, la croissance meurt, parce qu'elle se nourrit de l'humilité, de la curiosité. Mais l'humilité sans la fin conduit à la passivité. Vous écoutez mais n'agissez pas, vous réfléchissez mais n'exécutez pas, vous assimilez mais ne construisez pas. Au fil du temps, vous avez l'impression de stagner, comme si vous restiez dans une salle de classe dont vous ne sortez jamais diplômé. Lorsque vous combinez humilité et faim, vous restez alerte. Assez humble pour savoir qu'il y a toujours plus à apprendre, assez affamé pour en faire quelque chose. Assez affamé pour agir, viser, avancer, même quand personne n'applaudit. Cela signifie poser des questions non pour paraître intelligent, mais pour grandir. Étudier ceux qui ont de l'avance, non pour rivaliser, mais pour apprendre. Garder les yeux ouverts, le cœur réceptif, et maintenir des standards élevés. Vous connaissez votre valeur, mais vous n'avez pas besoin de l'afficher en permanence. Vous êtes confiant, mais pas gonflé. Vous avez quelque chose à offrir, tout en étant prêt à vous asseoir au pied de quelqu'un de plus sage, parce que vous comprenez que la sagesse n'apparaît pas en prétendant, mais en poursuivant. La fin maintient votre détermination, vous empêche de vous contenter, vous pousse à dépasser les excuses, à creuser plus loin, à tenir plus longtemps. L'humilité garde cette fin saine, propre, honnête quant à votre situation, vos réalisations et tout ce qui vous reste à accomplir. Les personnes les plus redoutables sont celles qui réussissent déjà mais restent enseignables, qui continuent d'écouter, d'apprendre, d'évoluer. Elles ne se fichent pas, ne se bloquent pas, elles continuent de se transformer. C'est comme ça qu'on traverse les âges, qu'on reste dans le coup. La réussite sans humilité est fragile, bruyante, inquiète, en quête constante d'applaudissements pour exister. Tandis qu'une réussite bâtie dans l'humilité est solide, silencieuse, forte. Elle n'a pas besoin d'être vue pour rester cohérente. Elle n'est pas alimentée par l'attention, mais par une mission. Et vous n'avez pas à choisir entre la confiance et l'humilité. Elles ne sont pas opposées, elles se renforcent mutuellement. La confiance sans humilité est arrogance, l'humilité sans confiance est insécurité. Ensemble, elles créent la présence que les gens respectent et suivent, celle où ils se sentent en sécurité. Parce qu'un esprit humble est abordable, mais un esprit affamé est respecté. Et lorsqu'on est les deux, les gens s'approchent, car ils sentent votre sincérité, votre détermination. Vous cessez de redouter l'ignorance. Vous arrêtez de prétendre, de vous cacher derrière votre fierté. Vous comprenez que poser une question ne montre pas une faiblesse, mais une sagesse. Ceux qui demandent sont ceux qui apprennent. Alors restez étudiant, peu importe jusqu'où vous allez, peu importe ce que vous bâtissez, peu importe qui vous suit. Restez avide de progrès, assez humble pour savoir que vous n'êtes jamais arrivé, assez enraciné pour écouter, assez fort pour appliquer ce que vous apprenez. Ce principe maintient votre ego en échec, maintient votre apprentissage en vie, rend votre croissance durable. Il vous évite de devenir celui qui était bon avant, qui était affûté, qui était passionné, parce que vous n'avez pas arrêté de réussir, vous avez arrêté de grandir. L'humilité avec la fin vous garantit de ne jamais cesser de devenir. Vos meilleurs jours ne sont jamais derrière vous, parce que vous n'arrêtez jamais d'apprendre, de progresser, de vous demander « Comment puis-je être meilleur demain qu'aujourd'hui ?» Quand vous enlevez tout le bruit, les tendances, les hacks et le battage médiatique, ce qui reste, ce sont les principes, ces vérités intemporelles qui ont toujours fonctionné et qui fonctionnent encore. Elles n'ont pas besoin de relooking, elles ne disparaissent pas avec la culture ou la popularité, elles tiennent bon, elles vous guident, elles vous ancrent. Elles vous rappellent que la croissance ne se trouve pas dans des étincelles d'inspiration, mais dans des habitudes stables, dans la clarté, dans la discipline, dans la décision quotidienne de vivre en accord avec ce qui compte, peu importe votre humeur ou ce qui se passe autour. Ces 10 principes ne sont pas nouveaux, ni sophistiqués, mais ils sont puissants, parce qu'ils ont fait leurs preuves. Ils ont été vécus. Ils ont montré leur force dans les vies silencieuses de vraies transformations, pas parce que quelqu'un les a criés sur tous les toits, mais parce que quelqu'un les a vécus sans témoin. Dans 10 ans, si vous regardez en arrière et voyez une croissance qui a compté, une croissance qui a duré, ce ne sera pas parce que vous aurez trouvé une formule secrète, mais parce que vous serez revenu à la vérité, à la discipline, à l'essentiel,
et vous en aurez fait des incontournables. C'est ça, la puissance des principes intemporels. Ils ne servent pas qu'en période favorable. Ils tiennent bon quand tout va mal, quand le plan ne se déroule pas comme prévu, quand la motivation n'est plus là, quand la route est rude, quand vous perdez des gens, quand vous n'êtes plus sous le feu des projecteurs. Ils vous maintiennent ancrés dans qui vous êtes, qui vous devenez et ce que vous construisez, lentement, avec intention et profondeur. Ils ne vous pressent pas, ils vous fortifient. Ils ne vous forcent pas à faire semblant, ils vous guident à diriger, à servir, à vivre. La croissance n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir plus vous-même. Et ces principes ne sont pas là pour changer votre personnalité, mais pour vous permettre d'exprimer votre potentiel, pleinement, authentiquement, sans vous excuser. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Allez-vous courir après ce qui est tendance ou vivre ce qui est vrai? Allez-vous attendre de vous sentir prêt ou vous engager dans ce qui fonctionne? Allez-vous vous laisser distraire par la complexité ou vous ancrer dans la simplicité? Car ceux qui s'élèvent ne sont pas ceux qui font le plus de bruit, mais ceux qui restent constants, fidèles, enracinés dans ce qui perdure, tandis que les autres se précipitent sur la nouveauté. Ils bâtissent dans le silence, avancent avec cohérence, et avec le temps, leurs résultats parlent pour eux. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Les outils sont en vous. La croissance que vous désirez n'est pas dissimulée dans un tour de passe-passe, mais dans un engagement plus profond à ce qui a fait ses preuves. Ces 10 principes ont traversé l'épreuve du temps. Ils vous soutiendront si vous les vivez. Vous n'avez pas à tous les appliquer d'un coup. Commencez par un. Laissez-le façonner votre semaine, changer votre vision du temps, votre façon de parler, votre manière de vous diriger. Puis bâtissez là-dessus, empilez un principe après l'autre. Observez votre base se renforcer, vos habitudes évoluer, votre identité se transformer, non par pression, mais par clarté. Au fil de cette progression, vous n'aurez plus besoin de quiconque pour vous convaincre. Vous le sentirez, vous le verrez. Vous deviendrez cette personne qui n'a pas besoin d'expliquer sa croissance. Elle sera évidente dans votre présence, vos habitudes, votre régularité. C'est votre saison pour simplifier, revenir à ce qui marche, cesser de vouloir en faire plus et commencer à devenir plus. Faire confiance au processus, faire confiance aux principes, et avancer de manière calme, intentionnelle, puissante vers la version de vous qui a toujours été possible.